Alors, on va considérer dans un premier temps que notre solide est un solide indéformable. De toute façon, il doit l'être, sinon toutes les méthodes proposées ne sont pas valides. Et on va supposer que ce solide reste indéformable quelles que soient les sollicitations qu'il va subir. D'accord? Notre solide est une roue que je représente ici par deux cercles concentriques. Le cercle intérieur de centre O est de diamètre 50 mm. Le cercle extérieur de centre O lui aussi est de diamètre 100 mm. Sur ces cercles seront représentés des points. Le point A, le point B, le point C appartiennent au grand cercle. Le point D est inscrit sur le petit cercle. La roue est en mouvement de rotation autour de l'axe OZ. L'axe OZ est un axe fixe. Ça veut dire que les points concernés, ici, les points A, B, C et D, décrivent des trajectoires circulaires de même centre. Et ce centre est le point O. Les deux cercles représentent aussi les trajectoires des points A, B, C et D appartenant à la roue, qui portent le pseudonyme S. On considère alors que notre roue, du fait que l'axe OZ soit un axe fixe, est animée d'un mouvement de rotation. La fréquence de rotation de notre solide est de 1000 tours par minute. On va noter cette valeur à l'aide d'une lettre générique, la lettre grand N, N égale 1000 tours par minute. Alors souvent, on parle de vitesse de rotation ou de vitesse angulaire et on utilise la lettre minuscule oméga. La différence se situe uniquement au niveau de l'unité. Alors que la fréquence de rotation est en tours par minute, la vitesse angulaire ou vitesse de rotation est en radians par seconde. On prend un chronomètre et on regarde le déplacement angulaire au cours de chaque seconde. Bien entendu, si je vous dis que le lien, la différence entre n et oméga se situe uniquement au niveau de l'unité, tours par minute et radians par seconde, c'est qu'il y a bien un lien entre ces deux termes. N et oméga sont liés par une relation. Cette relation est la suivante. Oméga égale 2πn sur 60. N en tours par minute, oméga en radians par seconde. Bien entendu, elle peut être réduite à oméga égale πn sur 30. Eh bien, connaissant la fréquence de rotation, nous allons pouvoir calculer la valeur numérique de la vitesse angulaire. Pi sur 3 ou, si vous voulez, environ 104,7 radians par seconde. Voici notre vitesse angulaire qui correspond à une fréquence de rotation de 1000 tours par minute. Du moment qu'on connaît cette valeur, on va pouvoir s'occuper de résoudre la première question, c'est-à-dire déterminer les vecteurs vitesse des points A, B et C. Une échelle est donnée, 1 cm pour 1 mètre par seconde. Alors, la valeur numérique de la vitesse, on va d'abord déterminer la valeur numérique en chaque point, d'accord? La vitesse du point A, la vitesse du point B, la vitesse du point C. On a besoin d'un calcul numérique. Ensuite, pour le tracé graphique, on raisonnera en fonction du mouvement et de ce qu'on a vu en cours de classe inversée. Voilà, j'ai eu une petite absence. La trajectoire de chaque point, étant donné notre mouvement de rotation autour d'un axe fixe, est un cercle de centre O. En fonction de la position du point, le rayon de courbure va changer. Par exemple, pour le point A, le rayon de courbure, ou rayon du cercle, puisque c'est un cercle, c'est la norme du vecteur OA. Pour le point B, on est toujours sur un même centre de rotation, mais rayon de courbure, c'est le rayon du cercle OB. Petite parenthèse, OA et OB sont de même valeur, puisque A et B appartiennent au même cercle. Il en sera de même pour le point C, qui se trouve aussi sur le même cercle, mais pas à la même position angulaire. Le rayon de courbure OC est le même que OB et OA.
La vitesse angulaire, oméga, le rayon de courbure, OA, OB, OC, que j'appelle par une lettre générique grand R ici, ainsi que la vitesse linéaire, vitesse du point A, vitesse du point B ou vitesse du point C, sont liées par la relation suivante, V égale oméga fois R. On peut exprimer pour chaque point le lien entre la vitesse linéaire du point, le rayon de courbure et la vitesse angulaire du solide. Ainsi, pour le point A, la norme du vecteur vitesse de ce point est proportionnelle à la vitesse angulaire et au rayon de courbure OA. Par itération alphabétique, étant donné que la relation est la même, on obtient l'écriture pour la vitesse du point B et puis pour celle du point C. On constate qu'entre ces trois relations, il y a un point commun. Le point commun, c'est oméga. On va mesurer, à partir de la lecture sur le dessin qui est fourni, la valeur de chaque rayon de courbure. Les points appartenant au même cercle, en même rayon de courbure, 50 mm, ou si vous voulez 5 fois 10 puissance moins 3 en mètres. Il en est de même pour OB et pour OC. La vitesse du point A, qu'on vient d'écrire littéralement, nous permet, avec cette dernière information, celle de OA, de faire le calcul et d'obtenir 5 tiers de pi mètres par seconde, environ égal à 5,2 mètres par seconde. Même calcul pour la vitesse du point B. Le rayon de courbure est le même que celui OA et la relation qui est la même nous donne le même résultat lorsqu'on fait l'application numérique. Écrivons aussi la vitesse du point C pour avoir les trois informations demandées. Voilà. On constate que les trois points A, B et C ont la même vitesse. C'est normal, A, B et C appartiennent au même cercle. Ils ont le même rayon de courbure. On va pouvoir tracer chaque vecteur vitesse. On va d'abord réfléchir sur la trajectoire du point A. Le point A décrit un cercle de centre O et de rayon OA. On connaît les fondamentaux de la cinématique grâce à nos séances de classe inversée et puis aussi à nos synthèses en cours, nos fameux lundis. Alors le tracé du vecteur vitesse, eh bien, il est tangent au cercle de rayon OA au point A, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon de courbure. Le rayon de courbure, je rappelle, c'est le segment OA. Son tracé commence à partir du point A. Étant donné qu'on connaît sa valeur numérique, étant donné l'échelle fournie, 1 cm pour 1 cm par seconde, eh bien il faudra 5,2 cm pour tracer notre vecteur. Alors, j'ai tracé le vecteur vers la gauche, je considère que le sens de rotation de la roue est positif, d'accord, dans le sens trigonométrique direct. Voici le résultat de la vitesse linéaire du point A. On va maintenant s'intéresser à celle du point B en faisant le même raisonnement. Alors, cercle de centre O et de rayon OB. Le vecteur vitesse est tangent à ce cercle au point B, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon de courbure. Le tracé commence à partir du point B, et puis étant donné le sens de rotation imposé, c'est un choix, eh bien, il nous faudra 5,2 cm pour tracer notre vecteur, étant donné qu'il a la même norme que le précédent. Eh bien, si on a compris, on est capable d'itérer ce protocole pour le point C, qui lui aussi a une trajectoire circulaire, cercle de centre O et de rayon OC. La tangente en ce point vient d'apparaître. À partir du point C, on trace notre vecteur vitesse avec la même norme que les précédents, c'est-à-dire en centimètres, 5,2 cm du fait de l'échelle imposée. Voilà, on a
la vitesse du point A, celle du point B, celle du point C, en valeur numérique avec l'unité, mais aussi en représentation graphique après un petit raisonnement vraiment élémentaire. On va mettre en construction la méthode de l'équiprojectivité. Cet exercice n'a d'intérêt que l'aspect pédagogique, c'est-à-dire extraire des observations sur le tracé de la méthode dite d'équiprojectivité. Considérant le point A et le point B, nous allons tracer une droite qui relie ces deux points. Cette droite porte le nom de droite d'équiprojectivité. Elle va nous permettre de projeter des vecteurs pour obtenir des informations vectorielles sur l'un ou l'autre des points. Alors, on projette le vecteur vitesse au point A sur cette droite, mais aussi le vecteur vitesse au point B. Attention, projection orthogonale. Eh bien, j'obtiens la configuration suivante. L'image de l'extrémité du vecteur vitesse au point A va me donner un point que j'appelle A', et puis pour le vecteur vitesse au point B, j'appellerai ce point B'. Ce ne sont pas des lettres imposées par une norme. J'ai choisi de les appeler A' et B'. On peut les appeler comme on veut. On peut les appeler Georges. Voilà, comme on veut. Alors, première constatation, si on mesure le segment AA' et puis le segment BB', on constate qu'ils sont de même longueur. Au fait, la définition d'équiprojectivité, préfixe et suffixe, veut dire même projection. Cette droite d'équiprojectivité reçoit les mêmes projections de deux vecteurs, ou plus même. Si je prends la projection du vecteur VA, c'est-à-dire le segment AA', eh bien en projetant un autre vecteur, en l'occurrence le vecteur VB, j'obtiens un segment BB'. Eh bien, les deux segments de couleur bleue ici ont la même couleur. Donc, les vecteurs vitesse au point A et B ont la même projection sur la droite AB qui s'appelle droite d'équiprojectivité. Voilà pourquoi elle s'appelle comme ça. Alors, on va constater la même chose en traçant la droite AC, qui est une droite aussi d'équiprojectivité, mais cette fois-ci entre A et C. Par projection orthogonale sur cette droite de deux vecteurs vitesse, c'est-à-dire celui au point A et celui au point C, on obtient à nouveau deux segments, le segment AA' et CC', qui sont de même longueur. Il suffit de mesurer. Bien entendu, il faut que le tracé soit précis. Si on trace sans précision, on risque d'avoir des divergences entre la valeur d'un segment et celle de l'autre. Voilà. On va déterminer la vitesse du point D. Le point D ne se trouve pas sur le même cercle. Il est possible de déterminer cette vitesse avec la méthode du CIR, mais ici, je vais utiliser le théorème de Thalès, si vous voulez, en mathématiques, qui porte le nom, en cinématique, de champ de vecteurs vitesse. On sait que le champ des vitesses est un champ équiprojectif ou champ de moment. En début de cet exercice, on a écrit trois relations. La relation qui donne la vitesse du point A en fonction du rayon de courbure et d'oméga, celle au point B et celle au point C. Et on a vu que le point commun est oméga. Oméga est un champ de vecteurs dit uniforme. En fait, quel que soit le point du solide, la vitesse angulaire en radians par seconde, c'est la même. Oméga concerne le solide entier, tandis que la vitesse de A ou celle de B est une information locale, elle concerne un point du solide. On peut extraire oméga à partir de ces trois relations et on retrouve le théorème de Thalès, tel que vous le nommez en mathématiques.
Oméga égale le rapport entre la vitesse au point A et le rayon de courbure de A. Mais oméga est égal aussi à la vitesse du point B sur le rayon de courbure du point B. Pareil pour le point C. Et pour tout point. Il suffit simplement de faire le rapport entre la vitesse du point en question et le rayon de courbure de ce point. Ça veut dire qu'il existe aussi une relation, la même, pour faire le lien entre OD, oméga et la vitesse du point D. Effectivement, D appartient au même solide, le solide étant indéformable, le point D est sujet à oméga et au même oméga que tous les autres points, puisque oméga est une information globale. Oméga est un champ de vecteurs uniforme. Eh bien, oméga égale la vitesse du point D sur le rayon de courbure du point D. On connaît oméga, on l'a calculé au début de l'exercice. OD se mesure sur le dessin, on nous donne le diamètre, 50 mm, donc le rayon c'est la moitié. On peut extraire d'abord par la relation littérale la vitesse du point D qui est proportionnelle à oméga et à OD, et puis l'application numérique en remplaçant. Alors je prends les valeurs exactes pour éviter la succession d'erreurs, pour oméga je parle. Voici le résultat, environ 2,6 mètres par seconde. On va pouvoir tracer notre vecteur vitesse avec le même protocole de raisonnement que celui qui nous a permis de tracer la vitesse en A, en B et en C. Le point D décrit un cercle de rayon OD, de centre O. La tangente au point D, au cercle en question, vient d'apparaître en bleu. À partir de ce point, on va pouvoir tracer notre vecteur vitesse avec, bien sûr, étant donné l'échelle, 2,6 cm pour représenter ces 2,6 mètres par seconde. Avant de passer à la suite, j'attire votre attention. Imaginons un segment qui passerait par les extrémités de la vitesse du point B et celle du point D. Ce segment, lorsqu'on trace, si on le fait passer par le point O, on obtient un triangle rectangle. Eh bien, je vous laisse raisonner sur le théorème de Thalès avec oméga, la vitesse du point D, la vitesse du point B. Et les rayons de courbure respectifs, bien entendu, OD et OB. Alors, on va tracer une droite qui passe par le point A et le point D. C'est aussi une droite d'équiprojectivité, équiprojectivité entre A et D. Vous avez compris, on connaît la vitesse en A et en D, on cherche tout simplement à valider cette équiprojectivité, c'est-à-dire mesurer l'égalité des segments obtenus après projection orthogonale sur cette droite. On va projeter la vitesse du point A et celle du point D. Je répète, c'est une projection orthogonale. Et on va mesurer les segments obtenus AA', DD'. Et encore une fois, à condition que notre tracé soit précis, on a le même résultat. On a égalité entre ces deux segments. Ils ont la même longueur. Voilà pour cet exercice. En fait, on aurait pu aussi obtenir des informations par la méthode de du CIR. L'équiprojectivité n'est valide que si notre solide est indéformable. Voilà. Ou alors, mais aussi, il faut que les points appartiennent au même solide. Maintenant, si les points n'appartiennent pas au même solide, du moment que l'ensemble des solides est indéformable, ça fonctionne. Prenez par exemple deux pièces articulées, un point A qui appartient à la première pièce, un point B qui appartient à la deuxième pièce. Si entre la pièce 1 et la pièce 2, il n'y a pas de mouvement relatif, on considère que l'ensemble pièce 1 union pièce 2 est un solide indéformable, un solide rigide, un seul solide. La méthode d'équiprojectivité fonctionne alors. Voilà. Je vous remercie de votre courtoise attention.